Imagine que tu es analyste dans un centre d'opération de sécurité, dans un SOC. Un matin, tu découvres qu'un de tes serveurs a été compromis. Comment tu remontes le fil? Comment tu sais par où l'attaquant est entré, ce qu'il a fait et s'il communique toujours avec l'extérieur? Et dans cette vidéo, on va répondre à ces questions ensemble avec Splunk. On va apprendre étape par étape à détecter une attaque par force brute, à repérer un scan de reconnaissance, à démasquer un trafic réseau suspect vers l'extérieur et enfin, le plus impressionnant, à relier tous ces signaux entre eux pour reconstituer l'histoire complète d'une intrusion. Pas de prérequis compliqués, si tu sais faire une recherche simple dans Splunk, tu peux suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est parti. Avant de plonger dans les requêtes, une chose importante, cette vidéo suppose que tu as déjà un index Splunk nommé le Splunk Learning avec 5 types de logs ingérés dedans, les logs web Apache, des logs d'authentification Linux, journal d'événements Windows, les logs DNS et les logs pare-feu. Et si ce n'est pas encore fait, va d'abord voir ma vidéo d'ingestion. Je te mets le lien en description et on reprend directement là où elle s'arrête. Petit rappel de 5 source types qu'on va utiliser aujourd'hui: les Access Combined, log d'accès web Apache et Linux Secure, authentification Linux SSH sudo et WinEventLog Security, journal de sécurité Windows et Firewall CSV, journal de pare-feu et le ZUIC DNS, requête DNS. On va traverser ces 5 sources les unes après les autres, puis à la fin, on va tout connecter ensemble. Et c'est parti pour la première partie, la détection de brute force SSH et RDP. Mais tout d'abord, on va commencer par comprendre le pattern d'un brute force. Concrètement, un brute force, c'est une technique où un attaquant essaie énormément de mots de passe différents très rapidement jusqu'à en trouver un qui fonctionne. Et les patterns typiques dans les logs, c'est donc beaucoup d'échecs d'authentification depuis la même source dans un intervalle de temps court. Et parfois, sur l'attaque réussie, un succès juste après tous ces échecs. Et c'est exactement ce pattern qu'on va traduire en langage SPL. Et on commence tout simplement, on va chercher dans nos logs Linux combien d'échecs de connexion SSH on a par adresse IP source. Décortiquons cette requête ligne par ligne. Index Splunk Learning Source Type Linux Secure File Password. On cherche dans notre index uniquement le log Linux qui contient le texte file password, donc les échecs de connexion, et le rex field. Ici, on utilise la commande rex. Elle sert à extraire un morceau de texte à l'aide d'un motif, ce qu'on appelle une expression régulière. Dans notre cas, elle va chercher le mot from suivi d'une adresse IP et elle va stocker cette adresse dans un nouveau champ qu'on appelle les sources IP. Et on a besoin de rex ici parce que ce champ n'est pas extrait automatiquement pour ce type de log. Et les stats count by source IP, on compte le nombre de lignes par chaque adresse IP et les sources et les sort-count, on trie du plus grand nombre au plus petit.
Une adresse ressort clairement avec beaucoup plus de chèques que les autres. C'est notre premier suspect. Mais un simple comptage, ce n'est pas encore une vraie détection. On veut savoir si l'attaque a fini par réussir. Tout d'abord, on va vérifier tous les événements générés par cette source IP avec le nombre de chèques d'authentification parce qu'un utilisateur normal qui se trompe une ou deux fois de mot de passe, ce n'est pas une attaque mais c'est juste une erreur de frappe et on veut filtrer ces bruits normaux. Et voilà, Splunk nous montre ici que l'IP 5.5.5.5 a fait plusieurs tentatives d'échec de connexion, 45 tentatives, 45 événements. On va maintenant utiliser une commande un peu plus avancée avec transaction. Elle sert à regrouper deux événements qui sont liés entre eux ici. On va regrouper tous les échecs d'une même IP jusqu'au moment où cette IP réussit enfin à se connecter. Encore une fois, ligne par ligne, d'abord, on récupère à la fois les échecs et le succès. Avec eval, on crée un nouveau champ result qui vaut soit fail, soit success, selon ce que contient la ligne. Et la transaction regroupe ensuite tous les événements ayant la même source IP, en commençant à un échec start with et en terminant à un succès end with, à condition que tout se passe au moins de 30 minutes, le max span égale 30 minutes. Et là, Splunk nous confirme l'attaque. Cette IP qui a fait 45 tentatives a réussi enfin à se connecter, les tout en quelques minutes seulement. C'est exactement le signal qu'un analyste recherche dans un vrai environnement. Mais on peut aussi utiliser de commandes simples sans utiliser la commande transaction.
Passons maintenant à Windows. Le principe est exactement le même. Et c'est même un peu plus simple parce qu'ici, on a un vrai champ numérique le fameux event code au lieu de devoir extraire une IP depuis du texte brut. Les codes 4625, c'est le code standard Windows pour un échec de connexion. On compte simplement par IP source. Et là encore, une adresse ressort nettement du lot, le 45.155.205.20. Et version un peu avancée, on va utiliser la commande transaction. Exactement la même logique que pour le SSH. On compare les échecs 4625 et les succès 4624. On regroupe par IP et on filtre sur un nombre d'événements élevé. Et on retrouve ici l'IP qui a fait plusieurs tentatives réussies enfin à se connecter sur un compte de service, les SVC SQL. Une dernière chose très utile côté Windows, après une compromission, un attaquant crée souvent un nouveau compte pour pouvoir revenir plus tard sans avoir à refaire tout le travail du brute force. C'est la détection de la persistance après compromission. On cherche les comptes qui ont à la fois été créés le 4720 et qui ont obtenu des privilèges spéciaux le 4672. Un compte qui coche les deux cases en même temps, c'est un signal fort de persistante malveillant. Et là, on retrouve notre compte suspect, les SVC Backup, qui a été créé peut-être par un attaquant, mais il ne dispose pas encore de privilèges spéciaux. Récapitulons cette première partie avant de continuer. Tu as maintenant des outils solides pour détecter une attaque par force brute, que ce soit sur un serveur Linux
ou sur une machine Windows. Mais avant qu'un attaquant ne tente de forcer un mot de passe, il fait presque toujours quelque chose en amont. Il repère le terrain. C'est exactement ce qu'on va détecter dans la partie suivante, la détection du scan et du trafic de données suspectes. Comprendre d'abord le pattern d'un scan. Avant de réussir à se connecter, un attaquant a presque toujours une phase de repérage. Il teste des ports, il teste des URL, il cherche une porte ouverte. Un scan, qu'il soit de port ou de répertoire web, a une signature assez reconnaissable, une seule source qui génère un très grand nombre de requêtes différentes en très peu de temps. C'est ces mots différents qui va être à la clé aujourd'hui avec une fonction qu'on n'a pas encore utilisée, la fonction DC qui veut dire distinct count, c'est-à-dire nombre de valeurs uniques. On commence par le parfait, on va chercher les adresses IP qui ont été bloquées, action drop, sur un très grand nombre de ports différents. Étape 1, on va commencer par une requête simple. Premier réflexe, comme d'habitude, compter simplement le nombre d'événements par IP source. Et là, une adresse ressort déjà très largement en tête. Et étape numéro 2, version avec distinct count. Les DC Destination Port comptent le nombre de ports différents ciblés par chaque IP. Pourquoi c'est important? Parce que si une IP a fait 200 tentatives à mettre toujours sur le même port, ce n'est pas probablement un scan, mais autre chose, un service mal configuré par exemple. En revanche, si une IP touche plus de 50 ports différents, c'est la signature classique d'un scan de reconnaissance, souvent fait avec un outil comme Nmap. Et voilà notre scanner avec plus de 50 ports différents testés en une seule session. Même logique côté web, mais avec un indice supplémentaire très utile, les taux d'erreur 404. Un attaquant qui teste de plusieurs répertoires comme PHP MyAdmin, les Dev va générer énormément de 404 en de fond, puisque la plupart de ce chemin n'existe pas sur ton serveur.
On filtre d'abord sur les horaires 404, on compte le nombre total de requêtes et le nombre d'URL différents par IP et on ne garde que les IP qui dépassent nos deux seuils en même temps. Pourquoi les deux conditions? Parce qu'il ne peut qui redemande 40 fois la même page cassée. Ce n'est pas un scan, c'est peut-être juste un bug côté client. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le volume et la variété ensemble. Sans surprise, on retrouve la même adresse, sans cohérent. Cette IP a d'abord scanné des ports, puis les répertoires web du même serveur. Et on va aller plus loin, voir précisément ce qui a été scanné. Et là, on retrouve plusieurs répertoires comme le slash Tantev, phpMyAdmin, de chemins classiques que le scanner automatique teste en priorité parce que ce sont de cibles fréquentes de mauvaise configuration. Troisième et dernier type de reconnaissance est probablement le plus sournois, les trafics de DNS suspect. Une fois qu'un attaquant a compromis une machine, il a besoin de communiquer avec elle à distance pour envoyer des commandes ou exfiltrer des données. Une technique très courante, c'est de faire résoudre régulièrement un nom de domaine malveillant. On appelle ça un beacon DNS. La méthode la plus simple qu'on dispose déjà, la méthode la plus simple quand on dispose déjà d'une liste de domaines malveillants connus, ce qu'on appelle de la threat intelligence, c'est de chercher directement ce domaine dans nos logs DNS. On filtre sur nos 4 domaines connus, puis on regroupe par IP source et par domaine.
avec le nombre de requêtes, ainsi que la première et la dernière fois qu'on les a vues grâce à la commande urlist, la fonction urlist et la test qu'on convertit ensuite en date lisible avec convert seedtime. On retrouve directement notre serveur en train de contacter ces domaines à répétition sur plusieurs heures. C'est le genre de piste qu'un analyste va vouloir creuser en priorité. Le point faible de cette méthode, c'est qu'elle ne fonctionne que si tu connais déjà les domaines malveillants à l'avance. En réalité, un attaquant change régulièrement de domaine. Voyons donc une deuxième approche qui ne nécessite aucune liste préétablie. Donc, un beacon a une signature comportementale reconnaissable même sans connaître les domaines à l'avance. Des requêtes très régulières à l'intervalle proche vers un domaine peu ou jamais interrogé par les restes de l'entreprise. On va chercher exactement ça. Ici, la logique est presque inversée par rapport au scan qu'on a vu juste avant. Au lieu de chercher la variété, on cherche la répétition anormale. Un domaine interrogé plus de 10 fois, mais par une ou deux machines seulement. Par exemple, un domaine légitime comme google.com est interrogé par plein d'autres différents, mais un domaine de commande et contrôle, lui, n'est contacté que par la machine compromise. Et voilà un domaine interrogé uniquement par deux machines, mais plus de 40 fois. C'est un signal très fort, même si on n'avait jamais entendu parler de ce domaine avant. Remarque importante, on n'utilise jamais un nom de domaine en dur sans l'avoir vérifié juste avant. Ici, on reprend directement les domaines que la requête précédente vient de nous remonter comme suspect. Les domaines evilupdates.net. La commande delta calcule le quart du temps entre chaque requête et la précédente. La commande delta calcule le quart de temps entre chaque requête et la précédente. La colonne thème since last, les écarts sont un tournement régulier, quelques minutes à chaque fois. Un humain qui navigue sur le web ne génère jamais un pattern aussi mécanique. C'est la signature d'un script automatisé qui appelle à la maison à l'intervalle fixe. C'est exactement le comportement de malware en communication avec son serveur de commande et contrôle. On a maintenant trois détections solides, les brute force, le scan et le trafic de NetSuspect. Mais jusqu'ici, on a toujours regardé un seul log à la fois. Il est temps de passer à la partie plus impressionnante de cette vidéo. Tout connecté ensemble, la corrélation multisource. Jusqu'ici, on a détecté des choses une par une. Mais en vrai, une attaque n'est jamais un seul log isolé. C'est une chaîne d'événements qui traverse plusieurs systèmes, le pare-feu, le serveur web, l'authentification, le DNS. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que les signaux qu'on a détectés dans la partie précédente racontent la même histoire? Pour le savoir, on va utiliser trois nouvelles commandes de corrélation, les coalesce, les join et case. Première approche la plus simple, chercher quelle adresse IP apparaisse dans plusieurs source types différents.
Parce qu'une IP normale ne devrait apparaître que dans un seul contexte. Un visiteur web n'a aucune raison d'apparaître aussi comme source bloquée dans nos logs pare-feu. Et voilà, l'IP suspecte de partie précédente apparaît dans plusieurs source types. Dès qu'une IP touche plusieurs systèmes différents avec un comportement anormal, c'est un signal fort qui mérite une investigation. Et deuxième corrélation, on veut savoir si un hôte qui a subi des échecs d'authentification à peu près généré du trafic DNS vers un domaine malveillant. C'est exactement le pattern d'une compromission suivie d'une communication de commande et contrôle.
Cette recherche illustre une corrélation de sécurité multisource. Nous commençons par rechercher deux types d'indicateurs, des échecs d'authentification SSH provenant de log Linux et des requêtes DNS vers des domaines suspects provenant de ZIC. Nous normalisons ensuite l'identité de la machine dans un champ commun appelé asset. La commande stats nous permet de compter les deux types d'événements par asset. Et enfin, where conserve uniquement les machines qui présentent simultanément les deux comportements. Et là, et voilà la confirmation. Le serveur qui a subi le brute force SSH est aussi celui qui a généré du trafic DNS vers des domaines malveillants les jours suivants. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une chaîne d'attaque. Voilà pour cette vidéo complète sur la détection et la corrélation avec Splunk. Tu as maintenant tous les outils pour analyser un environnement compromis, détecter un brute force, repérer une phase de reconnaissance, démasquer une communication suspecte et surtout relier tous ces signaux pour raconter l'histoire complète d'une attaque. Si cette vidéo t'a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et dans une prochaine vidéo, on va voir ensemble comment transformer toutes ces requêtes en un vrai dashboard de Splunk avec des alertes automatiques.